Bonjour à tous, bienvenue dans les 4V, Jean-Philippe Tanguy. Alors le président de la République hier en Corse a annoncé qu'il souhaitait inscrire justement la Corse dans la Constitution et aller vers un statut d'autonomie. Concrètement, ça voudrait dire qu'il y a certaines compétences qui pourraient être adaptées aux spécificités locales. Est-ce que c'est une bonne idée ? Non, vous savez, la Corse a déjà reçu beaucoup de compétences, la Corse a beaucoup changé, et je crois que le vrai problème des Corses aujourd'hui, c'est de pouvoir bénéficier enfin d'un développement économique, d'investissement dans la culture, dans les infrastructures, dans l'eau, dans une autonomie énergétique. Vous savez que la Corse n'est toujours pas autonome du point de vue de son électricité, par exemple. Donc c'est là-dedans qu'il faut investir, c'est là-dedans que les Corses attendent des solutions. Ce n'est pas dans des vaines promesses de politiciens qui peuvent abîmer la France, parce qu'au-delà des spécificités corses, j'ai vu hier que déjà le président du conseil régional de Bretagne demande lui aussi maintenant une autonomie. Après, ce sera l'Alsace, les Basques, peut-être des territoires d'outre-mer. Malheureusement, on voit bien déjà qu'en Nouvelle-Calédonie, le président met de l'huile sur le feu au lieu de trouver des solutions concrètes pour maintenir ces territoires dans la France et dans la République, comme il le souhaite. Parce que je rappelle que la dernière fois que les Corses ont été consultés par référendum, c'était sous Nicolas Sarkozy, il me semble, ils voulaient pleinement appartenir à la France. Le président de la République précise, je cite, ça ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État. Ça vous rassure pas ? Non, mais ça veut rien dire. Le problème, là, c'est la France. Il y a bien sûr parfois des relations avec l'État, mais là, le peuple corse fait partie, évidemment, de la France, pleinement de la France, par son histoire, par sa culture, par son amour de notre nation. Donc justement, le fait que le président de la République ne parle que de l'État, ne parle que d'institutions et ne parle jamais de notre récit national, de notre appartenance commune, je dois dire que ça m'inquiète beaucoup, mais ça ne m'étonne pas du président de la République. Je dois dire aussi que s'il en est à faire des promesses comme cela, c'est qu'il a abandonné la Corse depuis tant d'années. Les relations entre Emmanuel Macron et les Corses se sont beaucoup dégradées parce qu'il a fait effectivement beaucoup de promesses qui ne se sont jamais réalisées. Et c'est pour ça, je pense que Marine Le Pen était en tête à la présidentielle en Corse. Inscrire la Corse dans la Constitution, ça veut dire la modifier, a priori pas par référendum, donc par un vote du 3/5 du Congrès, Assemblée et Sénat réunis. Ça veut dire que les sénateurs RN, les députés RN, vous ne voteriez pas cette modification-là ? Non, pour le moment, alors sauf vraiment s'il y a une volonté, une fois de plus, des Corses qui se manifestent peut-être à travers un scrutin local, mais non, absolument pas. Nous sommes attachés, une fois de plus, à ce que la Corse soit pleinement dans la République, dans la nation française. Et je suis persuadé qu'il y a une majorité de Corses sur cette ligne. Une fois encore, aidons les Corses pour le développement économique, pour le pouvoir d'achat. Plus de place pour leur langue, pourquoi pas ? La langue corse s'est beaucoup développée. Nous, on est pour, évidemment, que tout enfant corse puisse apprendre la langue de ses parents ou la langue de la région dans laquelle il s'est installé. Mais ne mettons pas des problèmes là où il n'y en a pas. Gabriel Attal, hier, a annoncé une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au mois d'octobre pour 730 000 agents de l'éducation nationale. Alors, ce sera en moyenne 380 € pour les enseignants. Ça pourrait aller jusqu'à 500 € pour certains personnels comme ceux qui s'occupent, par exemple, des enfants handicapés. Vous dites quoi ? Bravo ? Oui, non, mais très bien. Il est nécessaire d'améliorer le pouvoir d'achat de nos enseignants. Depuis 10 ans, le pouvoir d'achat des enseignants en France par rapport à nos homologues européens s'est beaucoup dégradé, alors qu'il faut valoriser ce métier, parallèlement au fait qu'il faut rétablir l'autorité, évidemment, des maîtres et des professeurs. Mais c'est une annonce qui avait déjà été faite. Donc le gouvernement a tendance à multiplier plusieurs fois la même annonce pour faire croire aux Français et aux Françaises qu'il se passe quelque chose. En fait, il ne se passe pas grand-chose. Donc repromettre sans cesse ce qui a été fait, que cet argent soit versé, que cette prime soit versée, que les salaires augmentent durablement, et on arrivera à attirer des professeurs, parce que vous savez, et c'est le cas dans ma circonscription en Picardie, il manque des professeurs des écoles, des professeurs au collège et au lycée, car malheureusement, cette belle fonction, ce beau métier n'attire plus assez de talents, car le salaire n'est pas en rapport avec le niveau des études. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était notre invité, l'invité de Caroline Roux hier soir. Il est convaincu qu'en 2024, les prix vont baisser un peu plus vite qu'en 2023. Vous y croyez, vous aussi ? Non, mais Monsieur Le Maire, vous savez, c'est le bonimenteur qui avait avant sur les marchés, qui a annoncé monts et merveilles aux gens. Ça fait 2 ans que tous les 3 mois, j'ai vérifié, Bruno Le Maire annonce que l'inflation est passée, que les pics vont redescendre, qu'il a exigé des gestes des multinationales, de Total, de la grande distribution. Là, il dit qu'il va veiller à ce que les marges Monsieur Le Maire, il n'est pas là pour veiller. Non, mais les marges, on les connaît. L'INSEE les a vérifiées, l'inspection des finances les a vérifiées. Elles sont parfois jusqu'à 50% de marge sur les produits de l'agroalimentaire. Donc vous ne croyez pas une baisse des prix en 2024 ? On croit que l'État doit être l'arbitre et qu'il faut qu'il agisse. Si Monsieur Le Maire avait dit ça en novembre 2021,
quand l'inflation alimentaire a commencé à exploser. J'aurais pu y faire attention. Là, ça fait 2 ans qu'ils laissent les prix dériver, que les salaires ne suivent pas. Donc maintenant, il faut agir. Concrètement, il faut faire quoi ? Eh bien, c'est simple. Quand une marge est dépassée, quand une marge est excessive, il faut que la fiscalité frappe les multinationales pour qu'elles n'aient plus intérêt à abuser de leur marge. C'est tout simple. Et donc, comme ça, il y aura une concurrence qui se remet. Mais aussi, sans doute faut-il que la direction des fraudes agisse, puisqu'aujourd'hui, il y a des pratiques abusives, des ententes, qui fait que le pouvoir d'achat des Français est totalement spolié par des multinationales qui abusent de leur pouvoir. Ce soir sera discutée à l'Assemblée nationale la motion de censure qui est déposée par la gauche après qu'Elisabeth Borne a activé le 49.3. Alors pas sur le budget de l'année prochaine, mais sur la feuille de route en gros budgétaire de notre pays jusqu'en 2027. Vous n'avez pas, le Rassemblement national, déposé de motion de censure, mais vous avez annoncé que vous voteriez celle de la gauche. Pourquoi cette stratégie ? On n'a pas estimé, vous savez, c'est un texte assez secondaire par rapport à la loi de finances qui va arriver. Il y aura déjà beaucoup de 49.3 et bien sûr, là, nous déposerons une motion de censure sur le budget. Là, nous allons censurer le gouvernement en utilisant celle de la gauche. Ce qui est très important à comprendre pour ceux qui nous écoutent, c'est que vous savez, on fête la 50e année, 50 ans, que le budget de l'État est en déficit en France. Ça fait 50 ans que les gouvernements qui se sont succédés ont été incapables de mettre les finances dans le vert. C'est toujours dans le rouge. Là, les impôts vont encore augmenter sur les Français de 17 milliards d'euros net. L'État va devoir emprunter 284 milliards. C'est un record d'emprunt pour l'État. Donc les finances publiques sont totalement dans le rouge. Donc là, on fait une première censure, évidemment, sur la loi de finances. Si le gouvernement ne change pas les choses, s'il n'est pas capable d'aller chercher de l'argent vers les multinationales, vers ceux qui abusent de leur situation, s'il ne va pas chercher de l'argent en faisant vraiment des coupes dans les dépenses systématiques, l'Union européenne, l'immigration, la suradministration, les finances publiques vont continuer à dériver. Celles et ceux qui nous écoutent ont bien conscience que le budget de l'État est dans une situation absolument dramatique, alors qu'on nous présentait M. Macron comme quelqu'un de très compétent. Jamais les finances publiques n'ont été autant dans le rouge. Jean-Philippe Tanguy, il y a un chiffre qui a marqué les esprits des Français ces dernières heures. C'est le nombre de bébés qui sont nés l'an dernier. 726 000. C'est le chiffre le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 2 questions. 1, est-ce que ça vous inquiète ? Et 2, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de relancer la natalité en France ? Oui, c'est très inquiétant. La politique de natalité était un des joyaux du Conseil national de la résistance. Pendant près de 50 ans, la France a été un des pays occidentaux avec le plus d'enfants, mais aussi avec le plus de soins apportés aux familles, à l'émancipation des femmes, à la possibilité de mener à la fois une vie professionnelle et une vie familiale riche. Et tout ça a été abîmé, d'abord par François Hollande et avec M. Macron quand il était son ministre, et ensuite par M. Macron. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui ? Il faut cesser de taper sur les classes RN ? moyennes. Il faut cesser de taper sur les classes moyennes et redéfendre les familles. Donc c'est l'universalité des allocations familiales, c'est rendre de l'argent aux classes moyennes par la TVA, par la baisse de la TVA, par le pouvoir d'achat, par un accueil de la petite enfance, par une confiance donnée à l'école et aussi tout simplement dans la confiance qu'on inspire aux familles pour l'avenir de la France. Quand vous avez des leaders, des dirigeants comme M. Macron et avant M. Hollande qui abîment la France, qui semblent obscurcir le destin national, il est normal malheureusement que les familles n'aient plus confiance. Nous pensons qu'il faut redonner une perspective à la France et que les familles retrouveront confiance pour non seulement faire des enfants, mais que ces enfants aussi choisissent de faire leur vie en France. Je rappelle que Marine Le Pen était la seule candidate qui avait proposé une grande politique de la jeunesse, par exemple en supprimant l'impôt sur le revenu pour les jeunes qui investissaient, qui créaient des richesses en France et d'une manière générale pour tous les jeunes qui voulaient s'installer, pour les apprentis, pour les jeunes professionnels. Donc il faut redonner aussi à la jeunesse et donc aux parents qui font des enfants et qui veulent que leurs enfants soient heureux, une perspective d'avenir. Jean-Philippe Tanguy, il y a ce débat budgétaire. Dans quelques mois, il y aura bien sûr le débat des européennes. Lors des dernières élections européennes, c'était Jordan Bardella qui était arrivé en tête, 23,34% des voix. S'il fait moins, ce sera un échec ? Oui, mais le but, moi déjà, tous les sondages annoncent que Jordan est bien plus haut qu'en 2019, alors qu'on n'est qu'au début de la campagne. Je pense que depuis 2019, Jordan Bardella a pris en densité dans le paysage politique français, comme personnalité. Donc faire moins que 2019, ce serait un échec ? Évidemment, nous visons faire mieux, mais surtout, nous voulons battre une fois de plus Emmanuel Macron, être évidemment à la tête de ces élections, des élections de mi-mandat, puisque les Français doivent comprendre que c'est la seule occasion qu'ils auront avant la prochaine présidentielle pour non seulement sanctionner
sanctionner le président, mais envoyer un message fort pour qu'on change de politique. Parce que chaque mois, chaque année, n'a pas à être perdu jusqu'en 2027. On peut se faire entendre, on doit se faire entendre des autorités, une fois plus, pour limiter les impôts, pour relancer le pouvoir d'achat en France, pour rétablir la sécurité, reprendre le contrôle de nos frontières. En tant que premier parti d'opposition, le Rassemblement national met une pression idéologique très forte sur la Macronie. On l'a bien vu, sur l'industrie, sur la sécurité, sur l'immigration, même si nous n'avons pas les résultats que nous voulons. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est nous qui menons la danse idéologique et c'est la Macronie qui est sur la défensive. Non seulement un rendez-vous européen, mais un rendez-vous national d'élection de mi-mandat. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans les 4V. C'est à vous, Maya. Beaucoup à tous les deux.